Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux faits. Et on va commencer avec cette inauguration d'un centre de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Est. Et les présidents nord et sud-coréens se rencontrent demain sur la ligne de démarcation militaire. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous en vue de promouvoir l'investissement dans la République de Djibouti. L'ANPI a annoncé ce matin à Kempinski Palace Hotel la mise en place d'un guichet unique pour le commerce extérieur. Ce projet pilote va faciliter donc les échanges commerciaux extérieurs dans les échanges transfrontaliers entre les pays de la sous-région. Le guichet unique du commerce extérieur va donc réduire les formalités administratives, donc juges souvent longues et complexes, ou contraignant les hommes d'affaires à régler des dépenses supplémentaires. Cette initiative devrait en outre améliorer les recettes douanières. Cette initiative pour la mise en place du lancement du guichet unique. Il y avait déjà un guichet unique, mais ça c'est un guichet unique digital qui va connecter toute la communauté des affaires, la communauté portière, et qui va collecter les informations du commerce extérieur à Djibouti avec le reste du monde, avec nos pays voisins, et les transports maritimes et aériens et terrestres et ferroviaires. Donc je souhaite plein succès à ces projets. C'est donc le président de l'autorité des ports et des zones franches. Et écoutons à présent le ministre chargé des investissements, M. Ali Guillet, qui souligne donc que cette initiative vise à promouvoir les climats des affaires. Mondiale, la République de Djibouti a fait de l'amélioration du climat des affaires un choix stratégique visant à bâtir une économie solide, capable de faire face aux défis de la productivité et de la compétitivité internationale. La réalisation de cette plateforme intégrée de facilitation des échanges transfrontaliers s'inscrit dans la stratégie nationale d'amélioration du climat des affaires et de développement du secteur privé. Elle répond à l'impératif de garantir une meilleure performance du score de notre pays dans les systèmes internationaux d'évaluation et de notation de la facilitation des échanges commerciaux et de l'indice de performance logistique. Mesdames et messieurs, les rangs de notre pays sont de 159e à 155e respectivement aux critères de commerce transfrontalier des rapports Doing Business et de l'indice de performance logistique du groupe de la Banque mondiale. Ce qui contraste avec le haut degré de développement de nos infrastructures, notamment portières et logistiques. C'est pour renforcer cette performance que mon département, sa qualité de chargé principal du climat des affaires et donc de la compétitivité de notre pays, a noué un partenariat stratégique avec le Singapour, qui symbolise l'excellence en la matière par voie de protocole d'accord entre le gouvernement de Djibouti et de celui de Singapour. Mesdames et messieurs, ce partenariat s'est traduit par de nombreuses missions mutuelles et des rencontres au plus haut niveau et aboutit au projet de guichet unique de commerce extérieur dont le lancement de la phase pilote nous réunit aujourd'hui. Cette phase pilote de ce projet d'automatisation et de dématérialisation des procédures et des formalités liées au commerce extérieur est la résultante de l'assistance technique et financière de l'État de Singapour et de la Banque mondiale, auquel j'ai l'honneur d'adresser solennellement le remerciement et la reconnaissance de la République de Djibouti. Et les secrétaires généraux de la Chambre du commerce et du ministère du Commerce ont tour à tour pris la parole pour saluer donc cette initiative. On les écoute. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui dans le cadre du lancement de ce projet pilote d'une plateforme numérique intégrée de simplification des procédures relatives au commerce transfrontalier. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des dispositions prises en matière d'amélioration du climat des affaires ne peut être que favorablement accueillie par le secteur privé. Suivant la méthodologie qui a été présentée hier à la Chambre de commerce,
Il s'agit d'un processus métier destiné aux importations des marchandises par voie maritime vers Djibouti et qui, en une même plateforme, devrait intégrer l'ensemble des entités qui interviennent dans l'approvisionnement du marché djiboutien. Il est donc important d'agir sur les procédures d'importation à travers la mise en place d'un mécanisme efficace, efficient et réduisant de façon significative les coûts et les délais de formalité, et il semble que c'est ce que cette plateforme va apporter. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est certes d'une importance capitale pour notre pays, mais il est surtout décisif pour la concrétisation de nos objectifs d'intégration économique à travers la facilitation des échanges. En effet, la facilitation des échanges à travers la simplification des procédures administratives au commerce constitue l'une des priorités de la politique commerciale de notre pays, et le gouvernement y accorde une attention particulière. À cet égard, c'est tout d'abord en 2009 que le pays a procédé avec le concours de l'OMC à un exercice d'auto-évaluation de ses besoins en matière de facilitation des échanges. L'adoption de l'accord de Bali sur la facilitation des échanges en 2013 a permis d'impulser nos efforts et doter le pays dès 2014 d'un mécanisme national sur la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation du commerce. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD ont procédé hier à l'inauguration officielle d'un centre pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent à Djibouti. Ce centre a été bâti au plateau du Serpent. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahyub Maalim, et le secrétaire donc d'État adjoint en charge des affaires africaines, Donald Yamamoto, donc ancien ambassadeur des États-Unis en poste à Djibouti. L'inauguration du centre a coïncidé aussi avec le lancement d'un appel aux donateurs pour solliciter un soutien financier supplémentaire pour ce centre. La stratégie régionale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans la région de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est sera également lancée à cette occasion. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahyub Maalim, et le secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaines ont indiqué que le centre est une institution de premier plan qui offre une plateforme dédiée à l'institutionnalisation de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent dans la région de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est. Ce centre est destiné à informer les autorités, la société civile, les jeunes, les chefs religieux, les experts, les patriciens, les hommes d'affaires et des autres personnes intéressées par la lutte contre l'extrémisme violent. Plus précisément, ce centre s'efforcera donc d'autonomiser les jeunes, les femmes, les religieux, donc les chefs religieux et la société civile, entre autres, de renforcer donc leur résilience et leur capacité à centrer l'idéologie extrémiste violente. Et vous aurez donc ces images dans nos prochaines éditions. On va retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et direction Arta, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a effectué aujourd'hui, à la tête d'une forte délégation, une visite de terrain à Ahmed Jaga pour prendre part à la cérémonie d'inauguration officielle du forage à haut débit équipé donc du système de pompage solaire. Le préfet de la région d'Arta, Abdelhadi Al-Waki, le président du conseil régional, El Mibouh, le député Amal Awabri Miré, ainsi que les chefs coutumiers ont pris part à cette cérémonie. Le ministre de l'Environnement a indiqué, je cite, un forage qui est le fruit du projet du développement du périmètre agro-pastoraux comme stratégie d'adaptation au changement climatique dans les régions de Petit et Grand Bara que mon département mène avec brio depuis août 2013 et fin de citation. Et lors de cette cérémonie d'inauguration officielle du nouveau forage à système de pompage solaire de Ahmed Jaga dans la région d'Arta, le ministre de l'Environnement et de l'Habitat s'est adressé à la population du secteur, qu'il a d'ailleurs remercié pour l'accueil fraternel et chaleureux réservé à sa délégation et à lui-même. Ce forage est le fruit donc du développement des périmètres agro-pastoraux comme stratégie d'adaptation au changement climatique dans les régions de Petit et Grand Bara que son département, donc le ministère de l'Habitat et de l'Environnement, a mis en œuvre avec brio depuis août 2013. Une initiative qui entre dans le cadre, a-t-il dit, du projet communément appelé Projet Bara, notamment dans la localité de Koutimale. Celui-ci s'inscrit dans une optique, a-t-il dit, de renforcement dans la résilience des populations touchées par les effets des changements climatiques. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques, de par leurs effets néfastes pour l'homme et la nature, sont devenus l'affaire de tous. Cette vérité est d'autant plus indéniable à Djibouti avec les événements climatiques que le pays connaît depuis quelques années, soit les sécheresses récurrentes, les inondations, l'érosion de la zone côtière. Toujours selon le ministre de l'Habitat, l'élévation du niveau de la mer qui impacte l'ensemble des secteurs.
Et cette passation de commandement au sein de la Marine nationale, une cérémonie de passation de commandement entre le colonel-major Abdelrahman Adenchel, chef de corps de la Marine nationale sortant, et le nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel entrant, Ahmed Dahir Jama, s'est déroulée ce jeudi au QG, au quartier général de la Marine nationale. Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Y ont également pris part tous les officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes, le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, ainsi que de nombreux autres invités de marque. Comme à l'accoutumée, le chef d'état-major général des armées a été salué par les honneurs militaires et a passé en revue les troupes qui l'ont accueilli avec à leur tête le colonel-major Abdelrahman Aden Cher. Ambiance, qu'est-ce que t'as été? Et après les honneurs militaires et la revue des troupes, le chef d'état-major général des armées a retracé la carrière et le parcours exemplaire du colonel-major Abdelrahman Adenchel. Eu égard à cette brillante carrière, colonel-major Abdelrahman Adenchel s'est vu décerner la médaille de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti. Dans son mot, le général Zakaria a indiqué que la carrière du colonel-major Abdelrahman Adenchel demeure remarquable et n'a été marquée par aucun faux pas. Marié et père de 8 enfants, le colonel-major Abdelrahman Adenchel est né le 21 octobre 1956. Il avait intégré au départ l'armée française en 1975. Ouvrez les bains. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Colonel-major Abdelrahman Adenchel, vous avez arrivé aujourd'hui au terme de votre service au sein de l'armée djiboutienne. Après 41 ans d'engagement exemplaire, durant lequel vous avez été au service de la batterie, marié et père de 8 enfants, composé de 5 garçons et 3 filles, est né le 21 octobre 1956 à Djibouti. Vous avez servi au sein de l'armée française du 1er janvier 1975 jusqu'au 6 juin 1977, date de la création de l'armée djiboutienne, à partir du que vous avez été intégré avec rang de sous-officier. À l'issue sur concours, vous étiez admis à suivre en 1984 le premier stage de formation d'officier à l'école militaire de Orol, président Goulet. Vous étiez classé major de votre promotion. Par ailleurs, vous avez effectué plusieurs cursus de formation d'officier, à savoir stage d'application à l'administration à l'école militaire d'administration en France en 1985, cours de perfectionnement d'infanterie en France en 1991, cours d'état-major au Maroc en 1984-95, auditeur en 2000 au Centre d'études stratégiques d'Afrique, c'est ça, aux États-Unis d'Amérique, admis au collège entre armées de défense à Paris
de 2003 à 2004. Aussi, vous avez assumé successivement les fonctions suivantes. Après votre retour de stage d'officier en France, vous étiez désigné chef de service administratif du régiment d'infanterie Bruyères de 1986 à 1987. Commandant d'unité de la 4e compagnie d'infanterie à Alice-Séville de 1967 à 1991. Vous avez occupé le poste de chef de cabinet du chef d'état-major général des armées de 1991 à 1999. Nommé commandant de la marine nationale du 21 septembre 1999 jusqu'à ce jour, le 26 avril 2018. En effet, je tiens à vous préciser que vous avez été remarquable et distingué dans toutes les fonctions que vous avez occupées dans votre parcours militaire. Cependant, vous avez rempli avec beaucoup de succès votre rôle de manière correcte, avec conscience professionnelle, en particulier durant votre service au sein du cabinet du chef d'état-major général des armées, en contribuant dans les différentes prises de décisions du commandement de ces faits. Vous avez été témoin de l'évolution de notre armée. Vous avez pu participer dans sa réorganisation à tous les échelons. De plus, lors du conflit à Doméra, en juin 2008, le commandement militaire avait placé en vous sa confiance, en vous désigné a permis le chef d'opération, officier de grande valeur, aux qualités relationnelles remarquables. Vous avez été cité en exemple pour votre contribution permanente au grand projet des forces armées djiboutiennes. Élevé au rang de commandeur le 27 juin en 2007, puis nommé officier de la Grande Étoile de 2011, enfin, commandeur de la Grande Étoile de la République Djibouti en 2018. Vous étiez également promu chevalier de la Légion d'honneur française et officier de l'Ordre national de mérite française. Aujourd'hui, votre départ à la retraite, mon colonel, à compter du 1er juillet 2018, constitue le vin d'une brillante carrière militaire qui a fait significativement marquer vos barrières hiérarchiques ainsi que l'ensemble des personnels militaires et civils qui ont servi sous votre commandement. Et à l'issue de la remise de la décoration et le retracé de la carrière du colonel Abdelrahman Aden Cher, le général donc Zakaria a présidé à la passation de commandement par la remise du drapeau au nouveau chef de corps, en l'occurrence le lieutenant-colonel Ahmed Zaher. Ce dernier a été nommé par décret présidentiel pour commander la marine nationale le 26 avril dernier. Ensuite, les deux officiers supérieurs ont procédé à la signature des documents officiels de passation du commandement. Et la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille.
negeri koma ujrol. Également dans l'actualité, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdellah Mahyoub, a procédé en fin de matinée à une cérémonie de clôture d'une formation sur la promotion des livres de lecture. Eh bien, l'événement s'est déroulé au CRIPEN et a fait la participation des hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale, notamment le directeur de l'enseignement, Abdidedej, le directeur général par intérim du CRIPEN, Abdillahi Baleh, ainsi que les inspecteurs et le conseiller pédagogique ont préparé la cérémonie. Il y était donc une quarantaine d'enseignants de l'enseignement de base, des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs à suivre cette formation qui s'est déroulée du 18 au 24 avril au CRIPEN. Monsieur Ainak Givak, experte, madame donc experte, experte française, a dispensé des formations axées notamment sur les objectifs de la lecture, loisir et les particularités des enfants. Ce public est si particulier. Dans un second temps, l'experte et les participants ont travaillé ensemble sur les collections de livres de lecture pour les enfants d'âge élémentaire, la création et l'animation d'un espace pour les livres au sein des écoles et le programme d'expérimentation des nouvelles méthodes destinées à éveiller le goût de la lecture dès le plus jeune âge chez les enfants. Au moment de clôturer donc la session de formation, le secrétaire général du ministère de l'Éducation a exprimé ses sincères remerciements à l'experte formatrice. Il a donc ensuite mis l'accent sur l'intérêt de la passion pour la lecture, loisir chez les enfants, car cela participe, a-t-il dit, de la construction de leur processus cognitif. On a doté nos enfants de lire, à donner l'amour de lire dans les classes. Et ceci a permis aussi, avec une grande dotation aussi du ministère, que nous remercions, d'avoir une grande panoplie de livres qui permettra donc de retravailler, de restructurer ça, de créer des coins de lecture et donner le plaisir de lire à nos enfants. Et sur ce, on dit quand même une bonne clôture. Cette formation a permis à tout le public, le cadre entre guillemets, formateurs, enseignants, conseillers pédagogiques, inspecteurs d'école, de pouvoir quand même faire le suivi sur le terrain. Et c'est une grande nouveauté aujourd'hui que nous remercions comme anciens de la promotion. Et je vous amène à l'ICB cette fois, où la tournée de vulgarisation de la loi relative à la promotion et la protection des droits des personnes à besoins spécifiques s'est poursuivie, où l'équipe de secrétariat d'État aux affaires sociales s'est rendue dans la ville d'El Issabiyé. L'équipe a pu réunir lundi dernier, donc au conseil régional des personnes concernées, et a invité les responsables locaux à prendre part au débat. Il y a notamment pris part le premier adjoint du préfet de la région d'El Issabiyé, Mohamed Abbas, le vice-président du conseil régional Daoud Saïd Gelden, le conseiller technique du secrétariat d'État chargé des affaires sociales Djibah Frumance, la chef de service donc du secrétariat d'État aux affaires sociales, Madame Mouna Boubakal Sadir, le président du réseau national des personnes handicapées, des Abdi, le conseiller technique du président de la République aux personnes aux besoins spéciaux, de Ali Saïd Mahamoud. Tous donc ont pu expliquer leur point de vue sur comment intégrer au sein de la société et aider les handicapés, comment les confirmer dans leurs droits à la vie sans qu'ils soient ostracisés donc ou par les regards, rejetés ou amoindris. Le conseiller technique du président pour les personnes à besoins spécifiques, de Ali Saïd Mahamoud, et ont également donc pris la parole.
Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Les présidents nord et sud-coréens se rencontrent demain sur la ligne de démarcation militaire. Tout à fait, donc Kim Jong-un sera demain vendredi le premier dirigeant nord-coréen à se rendre en Corée du Sud depuis 65 ans. Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se retrouveront demain sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule en deux depuis donc le sommet de vendredi. Donc Kim Jong-un franchira cette ligne et devra être le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée il y a 65 ans. Auparavant, Moon Jae-in accueillera son visiteur sur la ligne de béton qui marque la frontière entre les deux Corées dans la zone démilitarisée. Ce sommet Asma sera non seulement le troisième du genre après deux réunions intercoréennes à Pyongyang en 2007 puis en 2000 une réunion qui doit être le précurseur d'un face-à-face historique très attendu cette fois-ci entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Et en Syrie, l'OIAC a visité un second site d'attaque chimique présumé à Douma. Tout à fait, donc les experts de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques se sont rendus sur un second site à Douma, dans l'ex-enclave rebelle syrienne de la route orientale, cible d'une attaque chimique présumée début avril. Cela a conduit quelques jours plus tôt. Donc les États-Unis, la France, le Royaume-Uni a procédé à des frappes contre des sites chimiques sous contrôle du régime de Bachar al-Assad. Des échantillons recueillis seront envoyés au laboratoire de l'OIAC à Kiswich dans la banlieue de La Haye. Et à l'étranger, toujours Fardous, au Pays Basque, l'État rend ses dernières armes à la justice française, c'est juste avant sa dissolution. L'organisation indépendantiste basque, l'ETA, qui doit annoncer le 4 mai sa dissolution, a livré à la justice française plusieurs malles d'armes de munitions. Ces armes ont été récupérées par la police et sont en cours d'analyse, a ajouté le procureur qui a immédiatement saisi le parquet antiterroriste de Paris. Les policiers ont également trouvé quelques 200 fausses plaques d'immatriculation et du matériel pouvant servir à voler des voitures. Tout avait été déposé fraîchement dans le lieu indiqué au procureur. Cette initiative qui avait été saluée par Paris mais jugée insuffisante par l'Espagne qui a appelé l'organisation à s'autodissoudre sans condition le 20 avril. L'ETA a pour la première fois demandé pardon à ses victimes, préambule d'une nécessaire à cette dissolution unilatérale. Une conférence internationale primordiale pour le processus de paix au Pays Basque doit se tenir le 4 mars à Asma, près de Bayonne. Il devrait procéder à l'annonce de la dissolution définitive de l'ETA. Et la crise politique qui s'aggrave en Arménie. En Arménie, le mouvement de contestation ne faiblit pas et la crise politique s'aggrave. De nouveaux rassemblements sont prévus aujourd'hui, après donc 2 semaines de mobilisation. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour soutenir la candidature de l'opposant Nicole Pachian au poste de Premier ministre. Les opposants poursuivent aussi leur manifestation car ils ne veulent pas d'un candidat issu du Parti républicain du Premier ministre démissionnaire. Dans la soirée, le partenaire de la coalition du Parti républicain a d'ailleurs quitté la coalition au pouvoir. Des centaines de policiers et des forces anti-émeutes et plusieurs véhicules blindés sont déployés dans ces centres-villes, mais la police se garde d'intervenir, expliquant ne pas avoir le droit de soutenir tel ou tel parti. Et on va clore donc cette édition avec du foot, s'agissant de la Ligue des Champions. Vainqueur du Bayern à Munich, le Real Madrid entrevoit la finale. C'était donc hier soir, le Real Madrid s'est offert une courte mais précieuse victoire sur la pelouse du Bayern de Munich, 1-2 en demi-finale de la Ligue des Champions. Un succès qui le place en position idéale pour rejoindre une 3e finale de rang. Mardi 1er mai, le Real aura pour lui, outre son public, son énorme expérience et le fait que le Bayern ne devrait pas découvrir, donc laissant sans doute plus d'espace encore au Ronaldo, Lucas Vazquez, Karim Benzema ou autres. Le Bayern, lui, pourra puiser son espoir dans l'espoir récente. La saison dernière, en quart de finale, le Real s'était déjà imposé 2-1, puis Munich l'avait emporté, le même score au retour à Madrid pour ne céder finalement qu'en prolongation réduite à 10. Merci Fardous et merci à vous qui nous suivez. Excellent après-midi à toutes et à tous.